Le programme de développement local des 145 territoires, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouvernement Sama Lukonde, est en marche. Déjà, d'importantes infrastructures scolaires, hospitalières et bâtiments administratifs territoriaux sortis fraîchement des terres ont été réceptionnés dans la province du Congo central. Des travaux supervisés par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Vers la poursuite de l'accord de partenariat conclu en 2011 entre la Direction générale des douanes et axes DGDA et l'entreprise Vlisco pour lutter contre la contrefaçon des produits de la firme textile hollandaise spécialisée dans la fabrication de tissus imprimés. Le 20 décembre prochain, les Congolaises et Congolais sont appelés pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers communaux. Candidate numéro 6 à la députation provinciale à la Gombe, Florence Mogekuma Ngando présente sa recette sur les budgets participatifs pour l'instauration d'une gestion transparente et participative dans la ville-province de Kinshasa. Le développement de ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement qui vous présente Didi Mavambu Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, votre magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement au pays de Simon Kimbangu. Des infrastructures scolaires, centres hospitaliers et bâtiments administratifs territoriaux sortis fraîchement de terre dans la province du Congo central. Et c'est grâce au programme de développement local de 145 territoires, initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouvernement Sama Lukonde sous la coordination de la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles CFF. Celle-ci a procédé du 23 au 30 novembre dernier à la réception provisoire des ouvrages nouvellement construits sur fonds des contribuables congolais dans les territoires de Sekebanza, Tchela et Lukula. Les détails dans ce reportage réalisé par notre envoyé spécial dans le Congo central, Priska Sekana Kinzonzi Ani. Bienvenue sur les images d'Armen Ngoma Moussakanda. Des nouvelles infrastructures modernes bâties en dur et sorties des terres dans le Congo central. Les programmes de développement local de 145 territoires n'est pas un mythe, il est bien réel et palpable. Les communautés vivant dans le territoire de Sekebanza, Lukula, Tchela et Mbanzangungu sont des témoins oculaires de la concrétisation de la promesse d'un homme d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nous, c'était un rêve quand on devait entendre parler de projet de 145 territoires. Je ne pensais pas que je pouvais être sélectionné. Mais avec l'aide du président, parce que c'est le président, avec Dieu, nous avons été sélectionnés. Maintenant, nous avons de beaux bâtiments qui font la fierté de Sekebanza, qui font la fierté du Congo central et la fierté de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que notre pays, à mon humble avis, je crois qu'a bénéficié d'un tel projet. Que dans l'ensemble du territoire national, on est en train de construire. Pour moi, c'est en quelque sorte, c'est une révolution. Beaucoup de langues qui s'est déliées aujourd'hui, ils ont compris que ce n'était pas le mythe, mais c'était la réalisation. Parce que le chef d'État étant patriote, fils pays, animé de l'amour de son pays, il a initié le projet de PDL 145 territoires. Beaucoup de gens se moquaient de ces programmes. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et les élèves sont déjà là. Parce que le territoire de Lukula, depuis que le territoire de Lukula est Lukula, c'est pour la toute première fois un chef d'État qui pense à doter ces territoires des infrastructures scolaires, sanitaires et administratives.
Ces giga-programmes qui portent la signature de celui qu'on appelle affectueusement Fachi Béton, mis en œuvre par le gouvernement Sama-Lukonde et supervisé dans la province du Congo central par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, le CFF. Cette institution a procédé en novembre 2023 à la réception des infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs territoriaux. Des bâtisses équipées en meubles, électrifiées avec des panneaux solaires et dotées des citernes d'eau. Ces ouvrages viennent pallier aux disparités des développements humains des populations en améliorant significativement l'offre publique des services socio-économiques des bases dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC. Nous étions de l'autre côté, c'était vraiment pas très bon. Les tableaux sales, les bancs délabrés, les murs cassés. Et maintenant, nous les trouvons ici, où tout est bien fait, les tableaux sont intacts, c'est bon, de la première en sixième. Les bancs aussi, les enfants sont bien assis, les cases sont aérés. Bon, ici, ça va mieux. Les infrastructures qui sont construites et équipées par la CFF dans la province du Congo central concernent 93 écoles primaires qui comprennent 2 bâtiments de 3 salles de classe chacun avec une capacité de 20 bancs, un bâtiment pour l'administration de l'école ainsi qu'un bloc des latrines séparés pour filles et garçons. La CFF construit et équipe également 71 centres de santé comprenant 2 bâtiments de 17 salles entièrement équipées avec les services organisés tels que la consultation prénatale, la consultation postnatale, la consultation préscolaire, les plannings familiales et la maternité. Pour les bâtiments administratifs territoriaux, la CFF en a construit 10 dans la province du Congo central en raison de 12 bureaux abritant différents services et une grande salle de réunion. Les habitants de territoire de Sekebanza, Lukula, Tchela et Mbanzangungu vivent aujourd'hui un rêve devenu réalité avec cette réception des ouvrages effectués par la CFF. Nous sommes à Pouka-Ndef. Le nom de l'école, c'est École primaire Nkuelo. En tout cas, les enfants s'adaptent bien. Maintenant, ici, c'est la 2e année. J'ai 72 élèves. En tout cas, les parents aussi, ils sont aussi contents parce que leurs enfants étudient dans les bonnes conditions. Au mukena bwemba deja mukena vingila kaka ya meka zibuka direct mekuza kota na pasa kubuta mekabaka na au kaka mufeti butila mukena kundima mukena vingila kaka ya zibuka mevutu sape matondo mingi na pasa metungila beto centre ya kitoko pepo kitoko mingi donc mese pila na yao po par rapport ba hospital nyos ya imeluta kitoko na babu mambo nyonso. En tout cas, pour moi, ça nous représente un bijou dans la cité de Kulungongo. Parmi les écoles de Kulungongo, peut-être c'est la première école que nous voyons construite ainsi. Donc c'est une bonne école. Alors si c'est, je félicite le président de la République. Nous avions eu des difficultés. D'ailleurs, j'ai travaillé sous l'arbre en tant que directrice de l'école. Partout où j'ai passé, même mes études, je n'ai jamais vu un directeur travailler sous l'arbre. Mais moi, j'ai travaillé d'abord sous l'arbre et aujourd'hui, j'ai un bureau qui est vraiment bien équipé par rapport à d'autres. Tati Papa Félix Tshisekedi mlemvu ukame kisongela ya mukutungila nzoya hii hospital samuna nkangu abaka bika kwenda tama musamuna si traitement parce que population traitement ba foti kwenda plus de 5 km. Maintenant vous mettez tungila nzoya hii dispensaire tutifutula matondo parce que maintenant population balendo ko kwenda katama badikaka pembeni
i bwala dia omubaka traitement mbote katika bwala dia abana na biso batangelaka na sekenanga siko bazui klase ya kitoko foto sepela na bamikonji ekole ezalaki neti ndako me papa na biso asalele biso likambo ya munene po atuongela biso klase oyo ekotangela bana na biso. Vraiment merci mille. Dans les territoires de Sekebanza, Lukula, Tchela et Manzangungu, les enfants du Congo central étudient déjà dans des écoles bâties en dur, dans des conditions confortables, à l'abri des intempéries. Les communautés locales peuvent accéder déjà aux soins de santé de qualité dans des hôpitaux répondant aux normes et observant les règles de l'art en matière hygiénique. Des bâtiments administratifs territoriaux bien équipés qui permettent maintenant aux fonctionnaires locaux de travailler dans des conditions dignes et respectables. Ces bâtiments ici, plus les écoles et les centres de santé, c'est un apport important par rapport à la communauté et la population du territoire de Sekebanza tout entière, parce que même le meuble ici, les conditions que nous travaillons là-bas, c'était vraiment tellement précaire. Et de la manière que nous trouvons aujourd'hui, c'est vraiment salutaire. Derrière nous, vous constatez qu'il y a un bâtiment en matériaux durables. Il n'y a aucun centre de santé de cette qualité à Tchela. Et je pèse mes mots. Les bureaux administratifs, j'ai été là. Je suis allé visiter ces bureaux. J'ai été surpris de voir un bureau pareil. Je me disais même, mais ce bureau sera occupé par moi en tant qu'administrateur des territoires. Je n'envie pas les bureaux du gouverneur de province. Je n'envie pas les bureaux d'un ministre. Et je dirais même du Premier ministre. Parce que tout est là. Tout est là. Des fauteuils de qualité, la lumière, une construction en matériaux durables, des ordinateurs, une salle de réunion de qualité. Toutes les pièces sont occupées. Je crois que c'est la première fois que nous voyons des histoires comme ça. Nous devons donc être reconnaissants à cette personne-là qui ne ménage aucun effort pour amener le pays au développement. Les programmes de développement local de 145 territoires gagnent de plus en plus le cœur de principaux bénéficiaires qui voient en cela le commencement effectif du processus de développement réel de leur contrée. La cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, le CFF, s'apprête à livrer 635 infrastructures des bases dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires dans les provinces de l'Ouest de la République démocratique du Congo. Et puis le directeur général de douanes et Axis, Bernard Kabese Moussangu, a échangé mardi 28 novembre 2023 avec une délégation de l'entreprise Vlisco conduite par l'ambassadrice des Pays-Bas en République démocratique du Congo. Les deux parties ont passé au crible les stratégies mises en place pour lutter contre la contrefaçon de produits de la firme textile hollandaise spécialisée dans la fabrication des tissus imprimés. Jocelyn Lombababa, Mitterrand Bia, François, reportage. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude et d'application des législations connexes conformément aux articles 4 et 5 du décret numéro 09/43 du 3 décembre 2009, la Direction générale de douane et Axis DGDA est appelée à lutter contre la contrefaçon et autres atteintes aux droits des propriétés industrielles, intellectuelles et artistiques. Suite à cette mission, le directeur général des douanes et Axis, Bernard Kabese Moussangu, accompagné de ses deux adjoints ainsi que de quelques cadres, a échangé au cours d'une séance de travail avec la délégation de l'entreprise hollandaise Vlisco, conduite par l'ambassadeur des Pays-Bas, accrédité en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la douane congolaise et la délégation de l'entreprise textile néerlandaise ont passé en revue quelques stratégies mises en place pour lutter contre les produits de contrefaçon sur toute l'étendue du Congo-Kinshasa.
la première des stratégies, c'est le renforcement de capacité. Il faut être capable d'identifier le faux du vrai. Et donc, dans les premières stratégies mises en œuvre, il y a avec la partie Vlisco, qui va essayer de donner une gamme de signes distinctifs, de signes recognitifs, pour que les agents de douane qui sont sur terrain puissent identifier les produits de contrefaçon. La deuxième stratégie, c'est de pouvoir, dans ce qu'on va appeler des opérations coup de poing, descendre dans les entrepôts où les marchandises présumées de fraude sont stockées et engager toutes les procédures que la loi requiert, notamment les procédures de saisie, les procédures éventuellement lorsque le caractère de contrefaçon est avéré, avec les autorités judiciaires compétentes, d'obtenir des ordonnances de destruction. Voilà, donc ça c'est vraiment le résumé, n'est-ce pas, dans le cadre de la stratégie, mais également il y a, en tant que stratégie fondamentale, l'échange d'informations, le renseignement. Le renseignement est un outil important dans le cadre de la lutte contre la fraude. Bernard Kabese Moussangou a énuméré aussi quelques résultats atteints dans le cadre de l'accord de partenariat signé en 2011 entre la douane congolaise et l'entreprise hollandaise. On fait à l'époque, je crois que si vous avez une bonne mémoire, des opérations de saisie. Il y a des opérations coup de poing que l'on a menées il y a quelques années qui ont abouti à la saisie de plusieurs lots de marchandises contrefaites. Et nous allons relancer ce type d'opération pour pouvoir élargir sur tout le territoire national ce genre d'action et décourager toutes les personnes qui pratiquent ce genre d'attitude. En tant que partenaire de la douane congolaise, l'entreprise Vlisco attend de cette régie financière la poursuite des clauses de partenariat dans la protection de sa marque en République démocratique du Congo. Non, cette échéance, nous parlons aujourd'hui avec le budget pour la situation de la contrebande, pour le Vlisco et DRC. C'est ça, c'est une évaluation. Nous avons déjà travaillé ensemble, c'est beaucoup de support de DG, et nous continuons avec nouvelles formations, nouvelles technologies pour protéger ne pas seulement notre marque, mais spécialement le client de DRC de Vlisco. Ce que nous attendons de la DGDA, c'est de poursuivre le partenariat qui a été initié en 2011, mais de le poursuivre de manière encore plus efficace, avec un plan d'action, l'actualisation du comité de suivi et des évaluations régulières en vue de la protection effective de la marque Vlisco en République démocratique du Congo. Nous attendons également de la douane qu'elle nous accompagne dans la sensibilisation des importateurs de produits contrefaits, mais également dans la mise en place d'opérations coup de poing qui ont pour but d'abord de protéger le consommateur congolais, mais également tout le réseau de distribution de Vlisco Congo. L'entreprise Vlisco dispose déjà des informations précieuses et critiques suite à la surveillance du marché grâce aux checkpoints déployés. Toutes ces informations seront transmises dans les tout prochains jours à la DGDA en vue de la poursuite d'actions pénales. La Cour des comptes a réceptionné le premier lot de véhicules de transport et des kits informatiques pour son personnel. Ces engins roulants et équipements informatiques ont été acquis grâce au financement du gouvernement de la République. La cérémonie de réception de ces véhicules et matériel numérique s'est déroulée le mardi 28 novembre 2023 dans l'enceinte du siège de la Cour des comptes dans la commune de la Gombe. Regardez. Un minibus de 14 places, 2 bus de 30 places et 2 autres de 66 places chacun. Tous ces engins roulants appartiennent désormais à la Cour des comptes. Acquis sur fonds du gouvernement de la République, ces véhicules de transport du personnel ont été réceptionnés par le président des chambres, Louis Kinzele Ndala, représentant le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, en mission à Paris, en France. Réhabilité grâce à la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Cour des comptes se trouve aujourd'hui au cœur des priorités des actions du gouvernement. Ces derniers ne ménagent aucun effort pour donner les moyens nécessaires à cette institution
dans le but de la rendre davantage efficace dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de contrôle. Vous savez que la Cour des comptes est une juridiction de contrôle. Nos contrôles s'effectuent sur terrain et pour cela, il nous faut une grande mobilité et ça améliore les conditions même de travail. Et ça, c'est une source de fierté pour le geste que le gouvernement, à travers le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec ses acquisitions, c'est pour nous un soutien de plus que le chef de l'État, le gouvernement de la République et le Parlement accordent à la fonction contrôle. Bien avant la réception de ces véhicules de transport du personnel, un lot important de kits informatiques a été livré la semaine dernière à la Cour des comptes pour améliorer la qualité de ses services. Toutes ces acquisitions ne constituent que le premier lot. D'autres livraisons au profit des magistrats de cette institution de contrôle sont attendues dans le jour. Il se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, la 28e conférence des Nations Unies sur le climat. Pour la première fois, les pays feront les bilans de leurs engagements depuis la signature de l'accord de Paris en 2015 pour tenter de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degrés Celsius, voire 2 degrés Celsius. Reportage. L'un des enjeux de ces sommets sera de concrétiser les fonds créés lors de la COP27 en Égypte destinés à compenser les pertes et dommages des pays vulnérables face aux désastres climatiques et historiquement moins responsables du réchauffement planétaire. Accusé des conflits d'intérêts, le président de la COP28 et PDG de la compagnie pétrolière nationale Emirati Sultan Ahmed Al-Jaber sera scruté de près par les ONG qui dénoncent l'influence des lobbies des énergies fossiles. Au cours de cette conférence sur le climat, les pays riches s'acquittent les uns après les autres de leurs dettes climatiques. Nous voulons soutenir que nous espérons que ces fonds vont permettre aux pays victimes des effets néfastes des réchauffements climatiques d'être réellement des bénéficiaires et qu'il y aura assouplissement de mécanismes d'accès à ces fonds et aussi de la gestion transparente de ces fonds. Nous espérons aussi que la création de ces fonds ne va pas occulter l'engagement pris par les pays responsables de la pollution de contribuer à la lutte contre le changement climatique à échelon de 100 milliards de dollars américains par an, lequel engagement peine à être réalisé. Nous demandons aussi qu'il soit acté que le pays forestier demande à intégrer les marchés souverains étatiques au lieu de rester à la merci du marché de crédit carbone volontaire. L'annonce de la mise en œuvre du fonds pertes et dommages a été suivie par un élan de générosité de la part de pays du Nord, responsables du changement climatique et des conséquences qui s'abattent sur les pays pauvres. Quant à F. Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, représentante du chef de l'État congolais, la RDC s'engage à soutenir la création des fonds de la riposte au changement climatique, car, renchérit-elle, la RDC est la solution face au dérèglement climatique et souhaiterait, au nom de 3 bassins, celui du Congo, de l'Amazonie et de l'Indonésie, revoir à la hausse le prix du crédit carbone. Nous, les pays forestiers, nous demandons la révision à la hausse du prix de la tonne de carbone pour nous permettre, nous, de ponctionner dans ces fonds récoltés du marché carbone, que nous puissions contribuer à mobiliser aussi les ressources du fonds, et cela va nous permettre de financer nos propres projets d'adaptation et d'atténuation, et aussi de booster la solidarité face à ces pays insulaires et le pays désertique qui ne sont que victimes, qui ne regorgent pas d'une réponse
basée sur la nature pour lutter contre les changements climatiques. Le changement climatique est la responsabilité de tous. Quelques pays ont annoncé de contribuer au fonds pertes et dommages pour un montant de 300 millions de dollars, dont l'Allemagne avec un montant de 100 millions de dollars, les Émirats arabes unis avec 100 millions également, la Grande-Bretagne pour un montant de 75 millions, les États-Unis avec un apport de 24,5 millions de dollars et le Japon avec 10 millions de dollars. Une goutte d'eau tant les besoins en argent sont énormes. Les dommages irréversibles causés par les tempêtes, inondations, sécheresses, canicules ou montée du niveau de l'océan, bref, les effets du changement climatique pourraient atteindre 580 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour les pays vulnérables. La dette des pays du Nord envers les pays du Sud est donc loin d'être remboursée. En ce moment où Dubaï abrite les assises de la COP28 avec la participation combien importante d'une délégation de la République démocratique du Congo conduite par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaï Bamassoudi, au moment où le monde entier considère la RDC comme pays solution aux enjeux climatiques mondiaux de l'heure. Voilà comment de sujets chinois détenteurs de simples permis de recherche détruisent méchamment l'environnement dans le territoire de Kailo, dans la province du Maniema. Ils foulent aux pieds toutes les lois de la RDC qui exigent qu'un exploitant minier ne peut procéder à l'exploitation industrielle des gisements miniers sans obtenir au préalable un permis d'exploitation. Voilà 3 ans que ces présumés criminels économiques et environnementaux de la société minière Étoile d'Orient exploitent industriellement avec de gros engins et des dragues robots sur les grandes rivières de ces territoires, l'or, la cassitérite et le coltan, sans signer aucun cahier des charges avec les ayants droit coutumiers comme l'exige le code minier. Ces Chinois polluent les eaux des rivières, abattent sauvagement les arbres, détruisent les champs des villageois, l'écosystème naturel, voire même les vestiges ancestraux et terrorisent les autochtones qui osent lever les petits doigts car ils sont protégés dans leur illégalité par une vingtaine de policiers venus de Kalima dans le territoire des Pangui pendant que eux exploitent calmement 24 heures sur 24 les minéraux sans fournir la moindre statistique de production aux services compétents et vendent le produit de leur rapine au marché noir du Rwanda. D'autres Chinois ont entamé l'exploitation industrielle avec leur permis de recherche à Zamba-Zamba. D'autres sont déjà positionnés dans la forêt des Malia, Tabou et Boondo pour la même sale besogne avec la même stratégie de pillage au détriment de la RDC. La population locale est en train de se soulever contre cette exploitation industrielle qui viole toutes les lois du pays. Elle est en train de signer une pétition pour demander à la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, de suspendre cette exploitation industrielle illégale. La tension est vive dans les territoires de Kailo, province du Maniema, où le gouvernement central doit sévir vite avant qu'il ne soit trop tard. Restons encore dans le domaine environnemental pour dire que les délégués de 8 consortiums du programme mondial pour l'environnement, sécurité et l'Afrique, GMS and Africa, se sont donné rendez-vous à Sharm el-Sheikh en Égypte du 27 au 30 novembre 2023. C'était au cours du premier forum continental de la phase 2 de GMS and Africa, axé sous le thème « L'observation de la Terre pour la résilience et l'innovation en Afrique ». L'Afrique centrale a été représentée par le consortium Commission internationale du bassin du Congo Ubangi Sanga SICOS. Reportage de notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, Ruben Mayoni. Ntiakiyunga. L'Afrique dispose de diverses ressources naturelles capables de booster son développement socio-économique. Mais ces ressources hydriques, minières, forestières, en terres arables et autres ne sont pas connues, faute, entre autres, d'une technologie appropriée.
Certains endroits sont même inaccessibles à travers le continent, d'où la nécessité de l'observation spatiale pour y arriver. C'est le sens même qu'il faut donner au Programme mondial de surveillance de l'environnement et la sécurité et l'Afrique, GMS en Africa, mis en place par l'Union africaine et cofinancé par l'Union européenne et la Commission de l'Union africaine. Pendant 4 jours, soit du 27 au 30 novembre 2023, les 8 consortiums de GMS et l'Afrique, venus de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord et du Sud de l'Afrique, ont fait le déplacement de Sharm el-Sheikh en Égypte pour discuter des réalisations et des leçons apprises au cours des dernières années de la phase 2 de GMS et l'Afrique, ainsi que de la voie à suivre jusqu'à la fin du programme en 2025. C'est ici, à Egypt Hall, que les 8 consortiums, à la tête d'un réseau de plus de 120 institutions nationales et régionales, ont présenté leur réalisation de 2 dernières années de mise en œuvre du programme après la première phase arrivée à terme en décembre 2021. Axé sur le thème « L'observation de la Terre pour la résilience et l'innovation en Afrique », il était temps pour la Commission de l'Union africaine à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de souligner au cours de ce forum l'importance des données spatiales d'observation de la Terre pour le développement des communautés africaines en lien avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la politique et stratégie spatiale africaine qui préconise la promotion d'économies et des communautés écologiquement durables et résilientes au changement climatique. La Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga-Sikos, consortium de l'Afrique centrale, a porté sa voix à ses assises sur la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Son secrétaire général, Dr Marie-Thérèse Itongo, a présenté l'institution, les résultats atteints et services rendus aux populations des pays membres dans le cadre de GMS en Africa. Elle a souligné la nécessité du renforcement des partenariats avec les institutions nationales des pays membres et des autres consortiums. C'est une belle expérience de nous retrouver tous ensemble pour partager nos expériences et je pense que cette réunion permet, en ce qui concerne la SICOS, d'apprendre, non seulement d'apprendre, mais de rectifier ce qu'on faisait mal. Et étant donné que la science est dynamique et rapide, je pense que ces rencontres-là sont là également pour que nous puissions nous mettre à niveau. Maintenant, qu'est-ce que nous avons partagé? Nous avons partagé notre expérience avec GMS Africa, c'est-à-dire les conventions que nous avons signées, les projets que nous avons établis ensemble et les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent. Et avant de mettre à disposition les données, je pense que nous allons signer des conventions avec les consortiums qui nous permettent de récolter ces données-là et nous allons les travailler. Ensuite, nous allons mettre un processus en place pour pouvoir les distribuer, par exemple, aux étudiants ou aux personnes qui en ont besoin. Et je pense que ces données-là seront également utiles aux scientifiques de la SICOS pour permettre à ces scientifiques de pouvoir les travailler et non seulement les mettre à disposition, mais également les exploiter pour pouvoir donner aux pays qui nous ont fait confiance la possibilité de les conseiller au mieux. Parce que cet outil aérospatial nous permet non seulement d'aller plus loin dans la récolte des données, parce que vous le savez, nous sommes en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, il n'est pas aisé d'aller in situ. Le forum a également été l'occasion de décerner les diplômes aux jeunes Africains venant de tous les pays africains qui ont bénéficié de la formation et du renforcement des capacités grâce au programme GMS en Africa. À travers l'Afrique, ils sont plus de 10 000 ces jeunes, dont une dizaine a fait le déplacement de Sharm el-Sheikh en Égypte, comme pour coller l'utile à l'agréable. Ce diplôme que nous avons reçu est suite à une formation que nous avons reçue avec GMS et Africa au Seychelles sur l'érosion côtière, comment il faut surveiller la ligne de côte et pour l'économie bleue et aussi pour la résilience côtière. Ainsi, à ce forum, ça s'est matérialisé par ce diplôme qui représente en quelque sorte le résultat que nous avons obtenu, ou bien la phase visible de notre formation. D'autres consortiums
ont également présenté leurs résultats au cours de ce forum. Dans le cas d'espèce du travail que nous faisons, en tant que secteur privé, où nous participons aux côtés de DMS pour opérationnaliser les objectifs de DMS et disséminer les services qui sont produits. L'objectif ici, c'est d'aligner les stratégies, n'est-ce pas, les visions globales, de les aligner aux stratégies de développement national. Et comme ça, quand on a cet alignement de volonté, de politique et de stratégie, on arrive à faire une analyse bien approfondie ou bien spécifique sur les besoins d'abord des pays, sur leur secteur prioritaire. Ce qui était attendu au CSE, c'est de voir quels sont les risques qui sont liés à ces ressources naturelles et quelles sont les opportunités pour adresser ces risques. Donc le CSE a pu mettre la connexion entre les institutions scientifiques pour produire des connaissances scientifiques qui sont en ce moment en train d'être partagées avec les décideurs politiques au niveau ouest-africain, au niveau des pays, mais aussi au niveau africain tout court. Parce que chaque outil développé en Afrique de l'Ouest peut être utilisé en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, etc. Et c'est cette fertilisation croisée qui a permis ce forum. Et c'est pour ça que nous sommes très satisfaits du travail que l'équipe a eu à faire et le déploiement de tous les moyens que l'Union africaine a pu mettre à notre disposition pour répondre à ce besoin. Dans ce sens, GMSN Africa remplit son mandat panafricain de renforcement des capacités des institutions africaines avec les ressources nécessaires pour l'accès et l'exploitation des services basés sur l'observation de la Terre, en particulier dans les domaines de l'eau, des ressources naturelles et des zones marines et côtières. L'initiative GMSN Africa fournit des informations aux principales parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les scientifiques, les entreprises, les universités et les utilisateurs finaux, par le biais des consortiums d'institutions mettant en œuvre des services d'observation de la Terre et des projets de gestion des ressources naturelles dans les 5 régions d'Afrique. Le 20 décembre prochain, les Congolais iront aux urnes pour voter le futur président de la République, députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers communaux. Dans ce numéro de fiscalité et développement, nous avons reçu Florence Mugweku Mangando, candidate numéro 6 à la députation provinciale de la Gombe. Cette femme intègre a présenté sa recette sur le budget participatif pour l'instauration d'une gestion transparente et participative dans la ville-province de Kinshasa. On l'écoute au micro de votre magazine. Le budget participatif, comme je le dirais, c'est vraiment le levier du développement. Pourquoi? Parce que les Français disent que tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Alors, l'approche budget participatif fait que les citoyens eux-mêmes contribuent à l'élaboration du budget, à son amont, surtout à la partie de son investissement. L'autorité communale, comme l'autorité de la ville, ne connaissent pas vraiment les priorités réelles de la population. Elle-même, elle connaît. Et pendant le processus budgétaire, nous allons faire impliquer les citoyens pour que les citoyens puissent définir leurs priorités et faire en sorte que ces priorités soient prises en compte dans l'élaboration du budget et pendant l'exercice budgétaire, les réaliser ou les mettre en œuvre pour que les citoyens soient bénéficiaires. Moi, je sais que par rapport à cette approche, j'ai une expertise parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Et je connais l'importance du budget participatif. Si vous voyez vraiment les pays comme Brésil, le Sénégal avancer, c'est parce que dans leurs entités territoriales décentralisées ainsi que dans leurs provinces, ils mettent en pratique l'approche budget participatif. Et c'est très important pour les citoyens parce qu'ils ont le pouvoir d'agir en tant que citoyens en exerçant le contrôle citoyen. Ils savent que nous avons défini notre budget ensemble, nous avons défini nos priorités ensemble et nous avons accompagné l'autorité par rapport à la mobilisation des recettes parce que les citoyens doivent comprendre que leurs impôts, taxes, droits et redevances, c'est avec ça que l'autorité construit les routes, met en place des services sociaux de base de qualité. Alors, cette approche permet à ce qu'à chaque fois qu'il y a contrôle citoyen, l'autorité se met à rendre compte à la population par une approche que nous appelons la redevabilité.
la redevabilité est faite de manière régulière entre population et l'autorité pour que nous puissions comprendre comment les choses évoluent dans la gestion de notre province. Pourquoi la Gombe? Parce que je veux que les 10 quartiers de la Gombe bénéficient chacun des priorités que vraiment ils attendent. La Gombe, elle a besoin qu'elle soit électrifiée 24/24. Elle a besoin qu'elle soit sécurisée 24/24. Elle a besoin que ses routes soient vraiment asphaltées. Elle a besoin que l'eau ne manque pas. Et elle a besoin aussi qu'elle soit assainie. Parce que nous voulons que cette ville soit une ville propre. Que nous puissions retrouver l'image de Kinshasa la belle comme on a toujours dit. Et pour cela, nous devons commencer par la Gombe, parce que la Gombe, c'est le miroir. Ensuite, nous allons travailler pour toute la ville de Kinshasa, qui est aussi le miroir pour la République démocratique du Congo. À mes électeurs de la commune de la Gombe, si vous voulez une gestion transparente et participative, et si vous voulez le développement de notre commune, et aussi le développement de notre ville de Kinshasa, votez pour le numéro 6, Madame Florence Mobekuma, de la circonscription électorale de la commune de la Gombe. Merci beaucoup. Sur le marché monétaire, la Banque centrale du Congo a affiché au vendredi 1er décembre 2023 un dollar américain à 2654,55 francs congolais, 1 euro à 2911,70 francs congolais, 1 franc CFA à 4,43 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 140,32 francs congolais. Au samedi 2 décembre 2023, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2550 et 2600 francs congolais les dollars dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2450 francs congolais, 2600 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, 2680 francs congolais sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe, 2700 francs congolais les billets verts auprès des opérateurs de télécommunications. 2450 francs congolais, c'est le taux observé à Bwende dans la province de la Chuapa et à Aketi dans la province du Bazouele. 2480 francs congolais le dollar à Lisala dans la Mongala. 2500 francs congolais le dollar à Chikapa dans le Kasai, à Goma dans le Nord Kivu et à Puerto dans le Haut-Katanga. 2550 francs congolais à Kolwezi dans le Lualaba. Le taux de change le plus élevé parmi les provinces contactées à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika où un dollar américain s'est changé à 2600 francs congolais. La circulation concomitante de notre devise nationale, le franc congolais, avec le dollar américain et l'euro dans un système de taux de change flottant sous le régime de la loi de l'offre et de la demande contribue malheureusement à la dollarisation à outrance de notre économie. Il est temps pour notre gouvernement de mettre un terme à cette politique de circulation à l'air libre de fortes devises internationales en RDC. Ces devises doivent être recherchées dans les banques commerciales comme sous d'autres cieux et non dans la rue. Il faut vite arrêter l'érosion du pouvoir d'achat de la majorité des Congolais en donnant plus de valeur marchande à notre devise nationale, le franc congolais, pour prétendre créer rapidement plus de richesses en République démocratique du Congo. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 2 décembre 2023. Baisse du cours du pétrole sur le marché international à la clôture de la semaine. À New York, le baril de l'or noir s'est négocié à 74,69 $, en chute de 1,10%, et à Londres à 79,32 $ avec un recul de 4,26%. Par contre, le cours du gaz naturel est en hausse de 1,33%, le kilowattheure se vendant à
281 $. Côté métaux, le prix de la tonne du cuivre a chuté de 0,62% en se négociant à 8 331,75 $. Celui du cobalt se situant à 33 010 $ la tonne, pendant que le cours de l'or a bouclé la semaine en observant une stabilité à tendance haussière en valant 2071,35 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, le prix du maïs est maintenu à 465 $ la tonne. Celui du riz a chuté de 0,46%, coûtant 17,19 $ la tonne, et du blé a reculé de 0,09%, se négociant à 577 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles, sachez que depuis le début de l'année, le prix du café est en hausse de 47,89 $ en se négociant à 184 $ la tonne. Celui du cacao a fait un bond de 81,23%, valant 4201 $ la tonne, pendant que le cours du coton a chuté de 22,60%, se négociant à 79 $ la tonne. La DGDA Katanga en deuil, elle vient de perdre l'un des valeureux collaborateurs du directeur provincial en la personne de Jean-Jacques Soukakoumou, sous-directeur de la réglementation et de la facilitation, décédé le 20 novembre dernier. Le film des derniers hommages rendus à ces douaniers rompus, relaté ici par Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant dans l'espace Grand Katanga. En charge de la mise à niveau des services du douanier. C'est à la fleur de l'âge que Jean-Jacques Soukakoumou Mompati a quitté la terre des hommes. Décédé en Afrique du Sud, où il s'est rendu pour des soins après une rapide détérioration de l'état de sa santé, le sous-directeur de la réglementation et facilitation de la DGDA Katanga est revenu ce lundi 27 novembre 2023 à Lubumbashi, sans vie, dans ce cercueil embobé. Grande a été la consternation des cadres et agents de la DGDA Katanga, venus nombreux à l'aéroport de la Loinon accueillir le corps inerte de celui qu'ils appelaient affectueusement Tapis Rouge. Ici, en la salle Alice, le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala, à la tête de la grande famille douanière du Katanga, avait face à lui la famille biologique du défunt et les auxiliaires de la douane, tous concernés par cette disparition brusque et inattendue de Jean-Jacques Soukakoumou, surnommé Tapis Rouge pour son réflexe à trouver rapidement des solutions à tout problème. Oui, tous les témoignages concordants ont jeté des fleurs à Soukakoumou pour la maîtrise du code de douane et de la législation douanière, maîtrise qui lui a valu ce poste de SDRF, sous-directeur de la réglementation et facilitation, fonction qu'il a occupée après de brillantes études, un parcours professionnel sans faute à en croire, le vice-président de la délégation syndicale de la DGDA Katanga. Une perte pour la direction provinciale de la DGDA Katanga qui s'écoule René Kalala, visiblement marqué par le bon rendement de l'un de ses plus proches collaborateurs, l'un de ses piliers pour le dépassement des assignations. Une perte aussi pour Madame Rebecca Samba, sa chère épouse, devenue désormais la veuve Soukakoumou, et dont l'alliance, cette bague placée le jour des noces, a été retirée du doigt par le pasteur Kumbu Pierre, celui-là même qui, il y a des années, a célébré en l'église des Monsonneurs leur mariage religieux. Tapis Rouge, Jean-Jacques Soukakoumou l'était aussi pour ses frères et sœurs biologiques, progéniture de Soukakoumou, ancien secrétaire général de la douane congolaise, retraité et décédé il y a 2 ans. Ses frères et sœurs ont vanté les qualités de celui qui vient de quitter ce monde. Placé à la morgue, le corps du défunt a été récupéré le mardi 28 novembre dernier, avant d'être acheminé à l'aéroport de la Loinon pour Kinshasa. Après une veillée mortuaire en la salle Kofi, les derniers hommages ont été rendus aux défunts en présence des 2 directeurs généraux adjoints de la DGDA et de plusieurs autres douaniers,
Sans parler de la grande délégation de la famille douanière du Katanga qui ont fait le déplacement de Kinshasa, délégation conduite en personne par son directeur provincial, René Kalala. Les témoignages poignants, tels celui de André Monga, sous-directeur et chef du bureau de Colosie, ont arraché quelques larmes à l'assistance. C'est au nom du directeur provincial de la DGDA Katanga que le sous-directeur de l'administration et des finances, Doudou Kabangé, a remercié tous ceux qui les ont assistés à tous égards. Le décès de Soukakoumou est une grande perte pour la province douanière, très ambitieuse en termes de mobilisation de recettes. Que son âme repose en paix. Ce numéro du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis depuis les territoires de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Le programme continue sur votre chaîne.